Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 mai 2022. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de lire comme j'aime le faire, car beaucoup de lectrices, beaucoup de lecteurs sont venus interrompre ma lecture. Et j'ai raconté il y a quelques jours dans l'une de mes innombrables vidéos que maintenant, au fond, je n'ai plus de clients. Je n'ai que des lecteurs et des lectrices qui entrent dans mon échoppe et viennent faire partie de mon théâtre de lecture. Alors, il arrive parfois que certains d'entre eux me surprennent lisant à voix haute, testant par l'oreille la musicalité d'une phrase. Ils n'ont pas l'air tellement étonnés, en fait. J'imagine qu'ils doivent s'imaginer déjà que un libraire, un peu vieillissant quand même, entouré de vieux livres, entouré dans un décor qui n'appartient plus à la modernité, assurément, doivent penser que c'est une sorte de vieux fou, pour finir. Et je me rappelle avoir lu sous la plume de Timothy Leary. Timothy Leary, j'ai dû raconter cette anecdote tellement elle m'enchante. J'ai dû la raconter à quelques reprises déjà. Timothy Leary a 65 ans. Et il va rencontrer son maître spirituel en Inde, à qui d'ailleurs il a offert du LSD. Et le maître, au terme d'une nuit sur le LSD, lui a dit simplement que ça lui avait donné mal à la tête. Et alors donc, Timothy Leary a fait part à son maître indien le désir de devenir un sage. Et le maître l'a gourmandé en lui disant qu'à 65 ans, il était beaucoup trop jeune pour envisager la sagesse. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie, et sans doute je ne le ferai pas, mais je vais quand même vous montrer le livre. Alors, c'est une promesse de bonheur, mais c'est un livre déjà qui m'enchante totalement, parce qu'il est question de quoi? Des livres et des femmes. Pour ce qui est des femmes, je n'en dirai rien, étant donné que je suis un monogame invétéré, ayant développé sur le tard le culte du mariage, rejoignant par là Bourbon-Busset, hein, de l'Académie française, Jacques Bourbon-Busset. Et c'est quoi des livres et des femmes? Eh bien, c'est l'histoire d'une passion, d'une grande passion pour la chose imprimée, mais passion qui, avec le temps, s'étiole, s'évanouit, se dissout. Et les premières pages que j'ai lues m'ont tout à fait enchanté parce que les descriptions de bibliothèques, des bibliothèques absolument extraordinaires, et il nous raconte, Michel Schneider, parce que c'est de Michel Schneider dont il est question. Michel Schneider, j'ai cru comprendre, est né en 1944. Il a occupé des postes importants dans la fonction publique. Des postes très, très, très importants. Il a eu une jeunesse marxiste, n'est-ce pas là la meilleure école pour l'embourgeoisement? J'ai raconté ailleurs ou ici qu'à ma librairie à Côte-des-Neiges, et encore aujourd'hui, la section communiste marche très bien. Mais je ne suis pas sans avoir constaté les effets de cette éducation. C'est la meilleure manière de comprendre la lutte des classes. La compréhension de la lutte des classes à celui qui est nanti de diplômes, d'avantages symboliques, comme aurait dit Bourdieu, eh bien, cet avantage lui confère un avantage
sur les autres étudiants. Comprenant la lutte des classes, il comprend les rouages, comprend les rapports de force. Comprend aussi que peut-être d'une certaine manière, il n'y a rien à attendre des travailleurs. Et le prolétariat, qui a été remplacé par le précariat, et lui, le précariat n'est absolument pas fédéré. Les gens qui ont des emplois précaires le vivent dans la solitude. Le vivent souvent dans la honte. Ils n'ont pas le plaisir de partager le combat commun. Ils n'ont pas le plaisir d'aller affronter un adversaire redoutablement plus puissant. Mais perdre un combat parmi ses pairs, parmi ses frères, ce n'est pas honteux. Ne pas être capable de le livrer car dépourvu d'armes et n'ayant pour seule compagnie que soi, dans un rapport de force inexistant. Le précariat ne prépare pas au combat social. Le précariat prépare plutôt à la dépression. Alors, il nous raconte dans les premières pages, Michel Schneider, que les livres l'ont aidé à vivre. Et je me suis demandé, je ne suis pas très avancé dans sa lecture, et c'est pour ça que je ne vous lirai aucun passage ce soir, je vais seulement me contenter de vous remontrer le livre à l'écran. Voilà. De toute façon, je vais le partager dans la vidéo, dans l'ouverture de la vidéo. Alors, est-ce que les livres qui l'auront aidé à vivre l'aideront à mourir? Je ne sais pas. Assurément, l'écriture, même si c'est l'histoire d'un désamour fait sur le tard, c'est assurément un livre à l'écriture somptueuse, celle d'un écrivain aguerri. On entrevoit la figure de Sartre dans son livre Les mots, qui est un extraordinaire numéro de comédien. Les mots, c'est un des livres les plus extraordinaires de la littérature française. Parce que Sartre, en pleine possession de ses moyens d'écriture d'écrivain, en pleine connaissance de sa stature d'écrivain, nous livre un numéro, le numéro du grand écrivain. Alors, il faut pouvoir le faire, ce numéro. Et il le fait avec un brio magistral. Et il se voit écrire. Alors, il dit quelque chose, j'ai commencé ma vie au milieu des livres, sans doute, je cite de mémoire, alors n'est pas Sartre qui veut, j'ai commencé ma vie au milieu des livres, sans doute je la finirai au milieu d'eux. Je ne suis pas sûr de la citation. Il écrit la bibliothèque de son oncle. Et il décrit comment l'effet que les livres ont provoqué sur sa jeune imagination. Et comment cette bibliothèque a été le théâtre de son ambition naissante. Ne voulait-il pas être Victor Hugo ou Chateaubriand et Spinoza? Alors et ce mythe du grand écrivain qu'aujourd'hui nous sommes nombreux à récuser, eh bien Sartre l'a incarné comme l'immense comédien qu'il était. Il l'a incarné avec un brio fou. Alors dès les premières pages de retrouver Sartre, je me suis d'emblée senti en famille, en quelque sorte. Alors, mais qu'en est-il de lire en temps de guerre? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que nous sommes en guerre. Hier, j'ai commis une petite vidéo sur André Markovitz. Je lui ai dit à la fois toute mon admiration, toute mon estime et toute la nécessité que je ressentais de lire ces mots. Des mots durs, des mots cruels, des mots justes. Des mots qui vont droit à l'âme, si je peux me permettre ce mot. Alors, qu'est-ce que ça signifie lire en temps de guerre? Je ne sais pas. Est-ce que Michel Schneider y répondrait aujourd'hui? J'ai raconté aussi, ailleurs ou ici,
que lorsqu'est survenue l'attaque contre le World Trade Center, j'avais un certain nombre, oui, on se souvient tous où nous étions, j'ai sans doute raconté ici, moi où j'étais, je ne vais pas me répéter. C'était quand même assez extraordinaire comme souvenir parce que c'est l'une des journées les plus importantes que j'ai eu à vivre comme libraire en acquérant un lot exceptionnel de livres et de documents. Une chose qui arrive peut-être à toutes les 20-25 ans. Mais là n'est pas la question. Et les jours qui ont suivi les attentats, eh bien, les librairies ont été désertées. Les salles de spectacle ont été désertées également. Des événements ont été annulés. C'était la sidération, frappée par les astres, la stupéfaction, l'étonnement, la peur aussi. Et pendant un certain temps, la fiction n'avait plus d'intérêt pour personne. La fiction ou la poésie, ou la philosophie n'avait plus d'intérêt pour personne. On voulait tout savoir sur Ben Laden. On voulait tout savoir sur Al-Qaïda. On voulait tout savoir sur les talibans. On voulait mieux comprendre George Bush. Et peu à peu, la mécanique éditoriale a pris le pouls. Les livres sur le 11 septembre se sont multipliés. Et les libraires, les librairies d'occasion ont eu à souffrir de cette intrusion brutale du terrorisme dans notre vie. Tant et si bien, un certain nombre de clients, de mes clients, me disaient n'avoir aucun goût pour les livres qui ont été écrits et imprimé avant le 11 septembre. Et je me rappelle, l'un d'entre eux, que je n'ai pas revu depuis mon installation ici dans le quartier Villeray, ouvrait les livres, des livres qui paraissaient, en fait, publiés depuis peu de temps, ouvrait les livres pour voir s'ils avaient été écrits avant le 11 septembre et s'il n'y avait pas mention du World Trade Center, eh bien, ces livres ne l'intéressaient pas. Alors, il est arrivé quelque chose de plus grave que le 11 septembre. C'est le 24 février 2022. Le 11 septembre, ça a duré 15 minutes et ça a eu des conséquences pendant 20 ans, jusqu'au départ des Américains en août dernier d'Afghanistan. C'est arrivé quelque chose de gigantesque le 24 février et nous sommes dans l'événement. Et nous ne savons pas comment tout cela va finir et nous ne savons pas encore comment les livres vont nous aider ou vont nous prêter secours dans ce qui s'annonce comme étant peut-être assurément la plus grave crise du 21e siècle. Et on voit bien autour de nous que l'atmosphère commence à se déglinguer. Les cours boursiers s'effondrent. L'inflation monte en flèche. L'insécurité et l'affaiblissement de beaucoup d'esprits de la pandémie qui est peut-être même pas terminée, suite à la pandémie qui est même pas terminée. Alors, ce que je peux vous dire ce soir, simplement concernant Michel Schneider, parce que n'ayant pas assez suffisamment avancé dans ma lecture, mais je me régale, c'est un bonheur de lecture, d'autant que le sujet me touche, étant moi-même un bibliomane, je dirais même presque un bibliopathe, tellement je pousse loin l'amour du livre. Et en fait, même, depuis quelque temps, je réalise, parce que je lis dans ma librairie. Je suis sans doute l'un des rares libraires au monde à lire dans sa librairie.
Et je suis rendu, comme je vous le disais en entrée dans la vidéo, à intégrer les lectrices, les lecteurs qui entrent dans ma librairie comme faisant partie de, de la lecture. Alors, et je lis, la porte s'ouvre, j'interromps ma lecture, je m'occupe de ces, on va les appeler comme ça, des clients, et je retourne à ma lecture. Après, parfois aussi, je m'arrête, j'évalue des livres, je les classe, je retourne à ma lecture. Parfois, je me demande, est-ce que je suis payé pour... Et puis, de temps en temps, j'écris quelques courts aphorismes, ayant le souffle court, sur ma page Facebook, que je partage instantanément sans aucune médiation. Ni d'éditeur, ni de censeur, ni... J'écris à chaud, à vif. Je suis toujours étonné d'avoir une petite poignée de lecteurs, j'en suis ravi. Mais je me dis, au fond, les réseaux sociaux, en tout cas pour moi, ça a été quelque chose d'une sorte de bénédiction. Vu le plaisir que je prends à m'exprimer, et ce plaisir qui est irrépressible, plaisir de communication, plaisir de me savoir écouter, même si on est un tout petit groupe. Cela m'enchante parfaitement. Je ne souhaiterais pas que ce soit... Je ne me cherche pas d'autre travail que celui que j'ai déjà. Mais tout ça, ça ajoute au plaisir que j'ai d'être libraire, si vous entendez bien ce que je dis. Alors oui, Michel Schneider, il nous décrit mélancoliquement la perte d'appétit qu'il ressent pour la chose imprimée, pour son désir d'écriture aussi, qui, en tout cas ça ne paraît pas dans ce livre, mais qui s'atténue, qui s'attiédit. Ses auteurs préférés, Pascal, peut-être Pascal l'aidera-t-il à mourir. Proust qui est la cathédrale, Proust. On ne sort jamais de Proust. Et Flaubert. Et ce que j'ai cru comprendre, en tout cas dans les premières pages, son père était à la fois un taiseux, un homme mutique, un homme silencieux, et qui est mort très tôt. Et Michel Schneider a publié deux livres dans la collection chez Gallimard, Connaissance de l'inconscient, et publié également un livre sur Glenn Gould dans cette formidable collection fondée par Jean-Baptiste Pontalis, la collection L'un et l'autre, qui est à la fois une réflexion psychanalytique et à la fois de la littérature. Et le jumelage de cette première, qui est une discipline, assurément, la psychanalyse est une discipline, et de cette pratique d'écriture qui est la littérature, ce jumelage nous a offert des textes extraordinaires. Et la collection, suite au décès de Pontalis, c'est terminé. Donc, c'est une collection close d'autour de 110 titres, je pense. J'en ai lu peut-être autour d'une petite vingtaine. J'en ai peut-être 30, 40 autres dans ma propre bibliothèque. Et j'aimerais bien avoir la collection complète. Alors, c'est ça, le bibliomane a cette capacité. Il y a des titres qui ont été extraordinaires. Celui de Pascal Piat, ceux de Roger Grenier, entre autres, consacrés à Fitzgerald et à Tchekhov. Alors oui, dans les titres qu'il a publiés, dans la connaissance de l'inconscient, blessure de mémoire et voleur de mots. Il a eu une expérience psychanalytique de type lacanienne. Sans doute va-t-il être plus explicite dans les prochaines pages. Alors, c'est pour vous dire, au fond, ce soir, c'est une mise en bouche. C'est un petit apéritif pour la vidéo de demain. Si le lectorat qui fréquente ma librairie me le permet. Et d'autant que ce soir, après la fermeture de la librairie, je suis allé me porter acquéreur d'un lot de livres assez considérable où
qui vont venir garnir les rayons qui n'en manquent pas ou qui vont aller gonfler cet inventaire qui est quand même assez monstrueux. Alors, je ne suis pas rendu là où il est. Peut-être ai-je encore du temps devant moi pour le désamour. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Les livres m'ont structuré, et je me suis interrompu moi-même. Il a perdu son père très tôt. Ce qui me faisait dire qu'un père absent, ce qui était mon cas, c'est l'absence de limites. Mais c'est également aussi, dans son versant négatif, peut-être l'absence de limites aussi c'est négatif, c'est l'absence d'appui. Et les livres peuvent devenir, pour certaines personnes qui ont fait très tôt l'expérience du deuil, et le deuil, ça peut être une personne vivante, et bien ces personnes-là qui ont eu à éprouver ce sentiment d'abandon ont développé assurément un tempérament, ou s'ils l'avaient déjà, le tempérament mélancolique s'est vu aggravé. Et ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est que les livres peuvent devenir des solives. Et ils peuvent nous charpenter. Et nous charpenter du sol jusqu'au toit, des pieds jusqu'à la tête. Et on pourrait même créer un nouveau mot, solivre, hein, n'est-ce pas? Un homme qui aurait été structuré et dont le fondement aurait été les livres, les textes. Et il parle d'un petit tas de mots qu'il reste. Il évoque aussi Hamlet, qui avait toujours un livre à la main. Words, words, words. Alors, je vous reviens demain, si les lecteurs me laissent du répit. Et s'ils ne m'en laissent pas, eh bien, je ferai bon cœur, bonne fortune. Je lirai. Ah non, demain, j'ai aussi une autre acquisition. Cette fois-ci, une vente de succession. Alors ça aussi pour les tempéraments mélancoliques qui ont à se retrouver avec des bibliothèques défuntes, des bibliothèques qui ont été constituées amoureusement par le ou la propriétaire, là, dans ce cas-ci. Eh bien, ces bibliothèques-là, moi, j'apparais comme une sorte à la fois de médecin légiste, à la fois de pathologiste, et à la fois d'employé de la morgue. C'est moi qui dispose des restes et les disperse ici ou ailleurs. Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain.